Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce journal. La grève engagée par les enseignants membres de l'intersyndicale formation éducation démarrée le 25 mars n'a pas été totalement suivie. Selon le constat fait hier par notre équipe de reportage, certains enseignants ont brillé par leur absence quand d'autres ont décidé d'accomplir leurs devoirs. Accra, la capitale ghanéenne, a abrité les préparatifs de la prochaine conférence annuelle des acteurs des bourses africaines, l'ASEA. Au cœur des discussions, la stratégie de développement de ce secteur. Ali Diarasouba. Une première dans l'histoire de l'association des bourses africaines ASEA. La Côte d'Ivoire sera le premier pays francophone à abriter la rencontre annuelle de la structure en décembre prochain. En prélude à ce rendez-vous historique, le comité exécutif de l'Association des bourses africaines s'est réuni à Accra pour discuter, entre autres points, de la stratégie de l'association pour les 2 prochaines années. Cette réunion du comité exécutif de l'Association des bourses africaines a surtout été l'occasion d'apprécier l'état d'avancement des travaux de la prochaine rencontre d'Abidjan, la conférence annuelle de l'ASEA qui suscite déjà intérêt et enthousiasme. Au niveau d'ASEA, nous sommes très intéressés à cette réunion à Abidjan parce que nous pensons que la bourse des valeurs régionales d'Abidjan est une bourse très importante pour ASEA d'une part et deuxièmement je crois que c'est l'occasion pour nous aussi de mettre en valeur la performance des bourses africaines, les perspectives de développement en Afrique. Le maître d'œuvre, la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM d'Abidjan, en a donné l'assurance. Tout est mis en œuvre pour que la conférence se tienne dans les conditions optimales, surtout que le pays en sortirait gagnant. Pour la Côte d'Ivoire, à notre avis, c'est extrêmement important de rassembler à Abidjan toutes les bourses africaines, les fonds d'investissement, les régulateurs de marché, les banques centrales, les banques de développement, les fonds de private equity. C'est vraiment un événement majeur. Plusieurs questions seront au cœur de la conférence de l'ASEA, le rôle des marchés financiers dans le développement économique du continent et bien sûr la fédération des énergies pour dynamiser davantage les bourses en Afrique. La campagne électorale pour les élections couplées municipales et régionales bat son plein depuis 3 jours. Et pour augmenter leurs chances de se faire adopter par les électeurs, les candidats à ces élections ne lésinent pas sur les moyens. Ils s'offrent les services de spécialistes qui leur font utiliser à outrance des supports tels que des affiches, des t-shirts à distribuer aux électeurs. Ce scrutin apparaît donc comme une véritable aubaine financière pour certains. C'est un reportage signé Victorine Yaoyoboui. Dans cet atelier, l'activité tourne à plein régime. 3000 t-shirts sortent chaque jour de cette machine. Ils sont à l'effigie d'un candidat aux élections du 21 avril prochain. Chaque t-shirt coûte 1500 francs. Alors pour ce gérant, c'est une période très rentable. Sincèrement, durant cette période-là, il y a de grandes commandes. Il y a une nette progression de plus de 60% par rapport aux périodes ordinaires. Les fabricants de t-shirts ne sont pas les seuls à bénéficier de la campagne électorale. Il y a aussi les loueurs de bâches, de chaises et d'appareils de sonorisation pour les meetings, sans oublier bien sûr les imprimeurs d'affiches. Mais ces supports de communication profitent-ils à ceux qui les commandent, à savoir les candidats? Vous pouvez avoir tous les moyens qu'il faut pour une campagne, mais tant que votre communication de proximité ne réussit pas, vous n'allez pas être élu. Une communication de proximité, une communication qui valorise, n'est-ce pas, votre personnalité en tant que produit, c'est cette communication-là qui va porter plus qu'une communication qui se fait sur la base de moyens financiers. Selon ce spécialiste, pour ce scrutin, les candidats ne seront pas élus sur la base de leur appartenance à un parti. Pour lui, seuls les candidats sachant incarner le changement pourront sortir victorieux de ces élections du 21 avril prochain. La promesse électorale est-elle difficile à tenir par les hommes politiques ou peut-on parler de promesses rangées dans les oubliettes? La réponse avec Laetitia Mangli. Dans cette campagne qui arrive, nous avons au moins un qui a un programme.
la localité dans laquelle il sera, ses administrés seront contents. Des paroles mielleuses, des promesses aguichantes. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, ces candidats aux élections qui, à la veille des scrutins, promettent monts et merveilles aux populations. Quand les votes finissent, après maintenant, on voit que ce qu'ils doivent faire, c'est pas ce qu'ils font. Beaucoup de fois, on nous promet beaucoup de choses, mais ça ne se fait pas. Pour ça, je suis découragée. Et dans bien des cas, les électeurs se laissent appâter par les mots de charme des potentiels futurs élus. Après les élections, ils espèrent vivre la meilleure des vies dans le meilleur des mondes. Quand ils font les élections, c'est les paroles douces et tout ça. Maintenant, quand ils sont élus, nous ne voyons rien de leurs promesses. Bien souvent, au lendemain des votes, c'est la désillusion. Aucune promesse respectée. La jeunesse est prise à mal. Il n'y a pas de travail. Une fois élus, ce qu'ils ont tenu dans les meetings, c'est différent de ce qu'ils font. Il y a des quartiers, ce n'est pas bitumé. Il y a des quartiers, il n'y a pas de courant. Quand ils viennent, si vous m'avez élu, il fait venir courant, il fait venir goudron dans votre quartier. Maintenant, après ça, on ne les voit plus. En Côte d'Ivoire, les élections couplées municipales et régionales pointent du nez. Déjà, ce 5 avril à minuit précise, démarrent les campagnes. Les électeurs ivoiriens, eux, espèrent que les candidats, pour cette fois, tiendront leurs promesses de campagne au lendemain du 21 avril prochain. Qu'ils fassent un peu semblant, même de faire le minimum de leurs promesses. Même si c'est vrai, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, mais petit à petit, il faut qu'on sente qu'ils sont en train de travailler. Pour la reconquête du Mali, la Côte d'Ivoire envoie 235 soldats FRC qui ont été formés par la force Likon dans le département de Toumoudi. Hamza Diaby. Ce convoi de ravitaillement dans sa progression vient d'être touché par un IOD, un engin explosif. Il est par la même occasion pris à partie dans une embuscade. La mission de ces soldats est donc de sécuriser la zone afin d'évacuer les blessés. L'escorte détruit l'ennemi et marque ainsi sa zone. L'hélicoptère peut alors se poser et procéder à l'évacuation sanitaire. Nous sommes au camp d'entraînement lieutenant-colonel Saboré de l'Omo Nord, à 200 km au nord d'Abidjan. Mais la situation pourrait se produire à Tombouctou. C'est l'exercice Agbagnan, la formation des soldats FRCI du bataillon logistique pour leur permettre d'être parés à toutes les éventualités une fois sur le sol malien. La mission du bataillon logistique est certes pour soutenir les autres forces. Ils vont leur apporter du carburant. Mais cela ne se fait pas comme si on était en ville, où c'était d'une station mobile à l'autre station. Non, ça va se faire dans un contexte tactique, où des djihadistes vont les attendre pour les empêcher justement d'exécuter leur mission. Ils doivent exécuter ces missions coûte que coûte. Les autorités ivoiriennes se félicitent de l'implication de toutes les parties dans la réussite de l'opération. Je voudrais remercier très sincèrement nos partenaires, la Likon, nos partenaires américains, et aussi nos amis de l'ONU qui sont là. 235, c'est le nombre de soldats qui va composer donc le contingent ivoirien qui va conduire le bataillon logistique qui va être envoyé au nord du Mali dans le cadre de la MISMA, de la mission internationale de soutien au Mali. Une triste nouvelle, l'Angleterre est en deuil. La première femme Premier ministre en Grande-Bretagne est décédée à l'âge de 87 ans. Celle que l'on surnommait la Dame de Fer était l'une des plus grandes figures politiques britanniques. En Égypte, des heurts confessionnels ont fait dimanche 2 morts et 89 blessés. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, en visite en France, est lui confronté à des militants anti-corruption sur fond d'affaires de biens mal acquis. Situation toujours tendue en Égypte après une nuit de violence devant la cathédrale copte du Caire. Bilan 2 morts et 89 blessés. Les affrontements ont éclaté dimanche à l'issue des funérailles de 4 chrétiens tués dans les violences interconfessionnelles de vendredi. La foule qui assistait aux cérémonies a été attaquée à coups de projectiles par des groupes de civils, apparemment des habitants du quartier. Le président Mohamed Morsi a vivement condamné ces violences anti-coptes. Il a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête. Une visite d'État sur fond d'affaires des biens mal acquis.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso a été reçu ce lundi pendant plus d'1 heure par le chef d'État français François Hollande. Les opposants et les militants anticorruption ont dénoncé cet accueil officiel alors que Denis Sassou Nguesso est visé par une enquête sur son patrimoine en France. Lui estime que la justice française n'a pas à enquêter sur ce dossier. Le principe auquel nous avons tous souscrit au plan international est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, que ce principe soit respecté. Denis Sassou Nguesso est en France jusqu'à mercredi. Il doit notamment rencontrer des patrons français et la diaspora congolaise. C'est la plus célèbre course à pied au Sahara. Coup d'envoi dimanche du 28e marathon des Sables. En lice, 1000 candidats, 50 nationalités pour 6 jours d'épreuve au cœur du Sahara marocain. Le tout en autonomie alimentaire. Une aventure de 250 km. En bref, dans le monde, avec entre autres toujours la crise entre les deux Corées, l'Afghanistan où 11 enfants ont été tués dans un bombardement de l'OTAN et la grippe aviaire qui fait rage en Chine avec une vingtaine de cas d'infection déjà enregistrés. La tension toujours aussi élevée entre les deux Corées. Séoul dit craindre un 4e essai nucléaire de Pyongyang. Et à Kaesong, l'activité reste quasi inexistante. Pyongyang vient d'annoncer le prochain retrait des 53 000 Nord-Coréens qui travaillent sur ce site industriel. Situé à 10 km de la frontière côté nord-coréen, Kaesong est toujours resté ouvert au cours des précédentes crises. Le président afghan condamne avec fermeté la mort de 11 enfants dans un bombardement de l'OTAN dans l'est du pays samedi. L'OTAN avait reconnu des blessés dans la population mais pas des morts. Le bombardement s'est produit alors que des combats intenses opposaient les troupes américaines et afghanes à des insurgés talibans. Aucun signe de transmission de la grippe aviaire de l'homme à l'homme en Chine. C'est l'OMS qui l'affirme. La Chine dénombre 21 cas d'infection, 6 personnes sont mortes. Il s'agit d'une souche H7N9, toujours transmise par des oiseaux. La grippe aviaire la plus commune, la H5N1, a fait 360 morts ces 10 dernières années. Les scientifiques craignent une mutation avec une transmission de l'homme à l'homme qui pourrait déclencher une pandémie. Angela Merkel enjoint Vladimir Poutine de laisser les ONG tranquilles. La chancelière allemande a profité d'un discours sur le salon industriel de Hanovre pour demander au président russe de laisser une chance aux organisations non gouvernementales, moteurs de l'innovation. Une allusion directe aux enquêtes menées en Russie contre plusieurs ONG, dont certaines allemandes. C'est la deuxième fois qu'Angela Merkel égratigne ainsi Vladimir Poutine sur le manque de liberté dans son pays. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI1. Nous sommes là pour évaluer les préjudices subis et proposer réparation. Nous sommes là pour aider à reconstruire vos vies. CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Faites-nous confiance.